Cornu-Gentil, je crois. Merci, Madame la Présidente. Comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, Madame la Présidente, Monsieur le Président, c'est un exercice nouveau auquel se livrent à la fois les parlementaires et les services auditionnés. Ça fait suite à effectivement une décision du bureau de l'Assemblée qui avait été préparée par un travail que nous avions effectué, Régis Chouanico et moi-même, pour le Président de l'Assemblée nationale. Avec l'idée suivante, c'est qu'effectivement, au moment de la discussion budgétaire, la loi de finances initiale, nous discutons des projets, des intentions du gouvernement et que, à l'occasion de la loi de règlement, on pourrait peut-être travailler de façon plus collégiale entre la Commission des finances et les autres commissions sur le fonctionnement de l'État, le fonctionnement des services, avec le souci de mieux comprendre et donc d'améliorer, et pas simplement de décerner un brevet de satisfaction ou de défiance quand on est en opposition au gouvernement. Donc de comprendre, d'entrer dans le fonctionnement des services et d'essayer par là d'aider les services à évoluer et d'accompagner la réforme de l'État. Alors c'est un exercice auquel il faut que les parlementaires se plient et aussi les services. Alors je reviendrai sur... Moi j'ai trouvé les réponses qui ont émané, les premières réponses et les réponses y compris après relance, je les ai trouvées un petit peu insuffisantes, pour dire les choses comme je le pense, dans 3 domaines qui ne me paraissent pas complètement négligeables. Et donc je voudrais revenir sur ces 3 questions. La première, c'est que on constate, et là ça prouve que la LOLF fonctionne, j'ai aucune inquiétude à ce stade, le recours à la fongibilité par les responsables de programme. Elle porte sur plus de 10% des montants. Ça veut dire qu'on est à plus d'1 milliard. Hein. C'est ça. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Ça a été voulu par le législateur, c'est très bien qu'il y ait effectivement en gestion 1 milliard de fongibilité. En revanche, si sur le principe je n'ai aucune objection, et j'approuve, je pense qu'on ne peut pas se contenter, on ne peut plus se contenter à partir du moment où on vous questionne, dire, c'est des retards techniques, c'est des problèmes industriels, mais ça ne veut rien dire. D'un programme à l'autre, ça peut être... la fongibilité peut s'expliquer par des programmes techniques ou industriels, dans certains cas qui ne sont pas graves, dans d'autres cas qui sont vraiment graves et qui posent un certain nombre de problèmes. Et donc, vos réponses là-dessus, jusqu'à présent, alors peut-être que nos questions n'étaient pas suffisamment explicites, c'est pour ça que je me permets de préciser les choses comme je le fais à l'instant. On a un tableau là que je tiens à votre disposition mais que vous pouvez avoir effectivement des variations par rapport à la loi de finances initiale et on s'aperçoit que sur un certain nombre de programmes on est dans des variations effectivement dues à la fongibilité extrêmement importantes et ça j'aimerais qu'on puisse avoir une analyse assez précise voilà, par exemple sur les torpilles, hein, on est à une variation de 135% par rapport à la loi de finances initiale. Ça ne me paraît pas complètement anodin. Sur le CN 235, sur le CASA, 0 était inscrit en loi de finances initiale 0. On est à 75 millions de crédits de paiement. Voilà. Et donc j'aimerais, et c'est là aussi que la représentation nationale peut faire son travail, qu'on puisse voir qu'est-ce qui est de la gestion courante, qu'est-ce qui indique qu'il y a un souci ou une opportunité à saisir. On a voulu aller plus vite sur un sujet, ça peut être tout à fait intéressant. Et là, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'explications et j'aimerais bien qu'on en ait. Ça, c'est la première question. La seconde, je suis aussi frustré de vos réponses que je trouve très générales, trop générales, sur les centres d'essai de la DGA. Je crois que on est très en dessous de l'attente qu'on peut avoir en termes d'information. Vous nous parlez d'un chiffre d'affaires. Moi, j'aimerais avoir centre par centre
pouvoir analyser les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement, les coûts, voilà, savoir exactement ce que fait chaque centre, combien ça lui coûte et combien les frais de personnel représentent là-dedans. Ça me paraît très important puisque je pense qu'il y a des choses très, très, très variables et que du coup on ne peut pas avoir une bonne analyse de l'activité de la GA dans ces domaines. On a aussi peu d'indications. On dit que dans le chiffre d'affaires, puisque c'est comme ça que c'est présenté, il y a 4% de prestations payantes. Voilà, est-ce qu'il est envisageable de les faire monter? Est-ce qu'on peut mutualiser certaines choses? Est-ce qu'il y a, voilà, quelle est la stratégie sur ces centres d'essai? La stratégie de la DGA, on la voit pas très bien dans vos réponses. À la fois une analyse beaucoup plus fine de la situation, j'aimerais, et puis au-delà de ça, quelle est la stratégie qui est suivie par les uns les autres? Et puis j'aimerais, puisque c'est un programme qui est co-suivi par l'état-major et la DGA, comment l'état-major s'implique dans ces centres d'essai et comment s'implique-t-elle dans la réflexion de l'avenir de ces centres d'essai? Et troisième point, je vais être très bref là-dessus parce que j'étais un petit peu long, on a pas mal posé de questions évidemment sur la stratégie industrielle, qui est au cœur des réflexions gouvernementales aujourd'hui. On voit très bien que l'État envisage, y compris pour avoir des ressources exceptionnelles pour tenir le budget, des ventes de participation. Et là, les réponses qui nous sont arrivées sur la stratégie industrielle à un moment où c'est véritablement décisif nous ont paru un petit peu insuffisantes. Merci Madame la Présidente. Donc je vais me permettre de compléter les questions qu'a posées François, mon co-rapporteur, sur 3 autres points. Sur les 14 questions qu'on vous a posées, je reviendrai sur la 4, où les réponses que vous nous avez fournies pourraient être complétées, en tout cas à l'oral. Sur les moyens alloués à l'entretien des matériels, qui ont augmenté de 7% en 2012, alors que dans le même temps, vous nous dites qu'il y a une baisse de la disponibilité de ces mêmes matériels. Donc, au-delà des réponses déjà fournies, j'aimerais bien avoir un peu plus d'explications. À quoi est due cette baisse de disponibilité? Est-ce que c'est du vieillissement? Est-ce que c'est une adaptation temporaire? Ou, deuxièmement, voir quelles mesures peuvent être envisagées, aussi bien par la DGA que par l'état-major, pour remédier à cette baisse de disponibilité. La deuxième question concerne la question numéro 8, qui est sur les retards de livraison de certains matériels, certains programmes, où dans vos rapports respectifs, vous estimez qu'il y a du retard industriel. Donc là aussi, nous aimerions bien avoir plus de précision sur ce concept de retard industriel, puisqu'il y a quelques programmes qui ont été fortement impactés. Pour quelles raisons et comment, là aussi, on peut y remédier dans les années qui viennent. Et la dernière question, je reviendrai sur le bilan DRH de la DGA en 2012, où effectivement il y a une légère inflation par rapport aux objectifs tenus. Vous nous avez donné des réponses dans votre intervention, mais comment concilier ces réponses avec le fait qu'il y a aussi du recrutement à la DGA par rapport à des besoins nouveaux? Je pense par exemple à la cyberdéfense. Comment vous allez concilier le recrutement pour ces besoins nouveaux et avec toujours les objectifs de déflation qui vous sont donnés? Voilà les 3 éléments de précision que nous voulions avoir. Je vous laisse répondre à ces premières questions. Si vous le voulez bien, je vais essayer d'apporter des réponses à l'aspect de la fongibilité des crédits de paiement. La première idée qu'il faut avoir en tête, c'est que la LFI répartit les crédits de paiement par programme sur la base de quelque chose qui est commensurable avec 9 milliards d'euros. Or, à ce jour, on a environ 1,5 milliard de report de charges. Mais bien évidemment, les factures correspondant à ce report de charges s'honorent en priorité, et ce, dès le tout début de la gestion. On a payé plus d'1 milliard cette année, je crois, en 2 jours. Et il est bien évident que
Et on voit que ce report de charge représente à lui seul 15% et apporte donc une distorsion par rapport à la répartition faite dans la LFI qui est de l'ordre de grandeur de ce que vous remarquez et qui peut être très différent d'un programme à l'autre en fonction des factures que nous avons en stock à la fin de l'année courante. Ça, c'est un premier élément. Pour le compléter, je dirais simplement que 10% d'une LFI, c'est un mois. Ce qui veut dire que, tout simplement, sur une opération donnée, eh bien, il suffit qu'il y ait un retard de l'ordre du mois, qui n'est pas en soi colossal par rapport aux objectifs que nous avons, pour qu'une partie significative de paiement, surtout s'il s'agit de soldes en période de production de matériel, glisse vers l'année suivante, et que, naturellement, la gestion des crédits de paiement s'effectue avec l'objectif majeur de minimiser les intérêts moratoires et donc de payer les premières factures arrivées. C'est la raison pour laquelle, même si effectivement, quand on regarde programme par programme, on peut voir des écarts importants, les deux éléments que je viens de vous citer apportent quand même des biais de l'ordre de grandeur, finalement, de la moyenne des décalages observés. Naturellement, tous les éléments analytiques peuvent être fournis, mais dans les grandes lignes, c'est ça qu'on va trouver. Si vous voulez bien, je parlerai maintenant des centres d'essai de la DGA. Pour rappeler ce que j'ai dit dans mon propos introductif sur les aspects stratégiques, c'est qu'il y a eu un resserrement très important des centres d'essai de la DGA pour essayer de regrouper si possible géographiquement et au moins au niveau du pilotage, les centres d'essai qui ont des finalités voisines. C'est ainsi, par exemple, que l'ancien GESMA de Brest est aujourd'hui a toujours une implantation en région brestoise, mais qu'elle est aujourd'hui pilotée par DGA Technique Navale qui conduit l'ensemble des opérations de ce domaine. S'agissant de la gestion de ces centres et de la gestion finalement essai par essai, activité par activité, investissement par investissement, c'est quelque chose qui est assez complexe à retracer aujourd'hui et c'est un des grands enjeux de la DGA de mettre en place une comptabilité analytique qui pour l'instant existe dans un état que je dirais relativement embryonnaire dans certains centres et pas du tout dans d'autres. Et c'est réellement un outil dont nous avons besoin pour être capable de rendre compte davantage, avec davantage de précision et de pertinence de leur activité. Normalement, nous devons passer les contrats pour la mise en place de cet outil dès cette année. Donc, ce sera forcément progressif avec des centres pilotes, mais j'imagine que dans 2 ans environ, on devrait avoir une comptabilité effective sur une partie des centres et dans 3 à 5 ans sur la totalité. Après, tout dépend de la reprise. Ce sont des objets assez difficiles à mettre en place. Je voudrais, comme vous avez cité les investissements, je voudrais enfin indiquer quelque chose. Les investissements au titre du BOP DGA représente aujourd'hui essentiellement le maintien en conditions opérationnelles et en conditions de sécurité surtout des équipements d'essai existants. Les équipements d'essai nouveaux sont pour la plupart financés par les programmes utilisateurs aujourd'hui qui peuvent nécessiter, en fonction des caractéristiques des matériels, la construction d'installations nouvelles. Dernier point sur ce sujet. Sur la stratégie, notamment l'idée de partager des coûts avec le privé davantage dans ces centres, c'est envisageable, Et vous voyez, nous, ça nous intéresserait d'avoir cette information, centre par centre, quelle est la part du privé, rien que ça serait intéressant pour alimenter notre réflexion. Excusez.
Nous allons essayer de faire effectivement une synthèse la plus pertinente possible de la partie effectivement d'activité au profit d'autres clients que le ministère de la Défense. Il est évident que le centre que j'ai cité est de loin celui qui a le plus d'activité, alors que par exemple des centres comme DGA et Essai de Missiles travaillent principalement pour le ministère de la Défense, mais toutefois également pour quelques ministères de la Défense étrangers qui viennent tirer leurs missiles devant nos centres d'essai n'ayant pas des installations comparables. Alors, je vais prendre la... Pardon, si vous permettez. Pardon. Oui, donc je vais répondre à monsieur le député s'agissant de la problématique du maintien en condition opérationnelle, qui est un sujet alors qui concerne le 146, mais en l'occurrence, les chiffres auxquels vous faites allusion concernent les chiffres du programme 178. Ce sont les dotations d'entretien programmé du matériel du programme 178 qui ont effectivement progressé au PLF 2013 dans les proportions que vous avez indiquées. Donc il ne s'agit pas là de problématiques qui touchent particulièrement le programme 146, mais plutôt le programme 178. Et il se trouve que j'ai aussi dans mon périmètre de responsabilité la partie gestion du programme 178. S'agissant du programme de cette problématique, d'abord ce qu'on peut dire en termes de constat global, si on observe l'exécution des dépenses d'entretien programmé du matériel depuis le début de la loi de programmation militaire, les ressources dans ce domaine-là aussi n'ont pas été à la hauteur des prévisions de la loi de programmation. Et donc la dégradation qu'on peut constater effectivement sur la disponibilité opérationnelle, mais qui n'est pas le seul indicateur pertinent en la matière, puisqu'on peut aussi se référer aux indicateurs d'activité opérationnelle qui sont rapportés également, le nombre de jours de mer, le nombre d'heures de vol, le nombre de jours d'activité sur le terrain d'activité opérationnelle des gens de l'armée de terre, etc. Donc d'abord, il y a un problème donc de ressources. Et les ressources consacrées à l'entretien programmé du matériel n'ont pas progressé depuis le début de la loi de programmation militaire au rythme où elles étaient prévues de progresser. Et donc ça explique pour partie cette dégradation. Cette dégradation est malgré tout inférieure à ce qu'elle aurait pu être parce qu'il y a eu le phénomène de forte activité en opération extérieure et des montants importants obtenus au titre des décrets d'avance successifs depuis le début de la loi de programmation et qui ont permis de rembourser la partie de l'activité qui était imputable aux opérations extérieures. Alors c'est un des sujets majeurs qui sera repris dans la loi de programmation, donc je ne vais pas développer énormément ce point-là, mais c'est évidemment un des sujets de préoccupation majeure du ministre et bien sûr des chefs militaires sur la loi de programmation à venir, et qui fait l'objet d'une attention toute particulière pour, à minima dans un premier temps, stabiliser la situation. La particularité de l'entretien programmé du matériel, c'est que du jour au lendemain, on ne rétablit pas un niveau d'activité opérationnelle satisfaisant. C'est-à-dire qu'il y a un délai de latence. On a beaucoup consommé, en particulier ces dernières années, les stocks de pièces détachées, ce qui a permis de pallier, dans une certaine mesure, l'insuffisance des crédits budgétaires obtenus au titre de l'entretien programmé du matériel. Et donc, les crédits qu'on injecte, si j'ose dire, dans l'entretien programmé du matériel, permettent d'abord de reconstituer ces stocks avant de prévoir une éventuelle remontée en puissance du niveau d'activité. Donc voilà, un bilan sur la période passée, une insuffisance d'une manière générale des crédits qui a été confirmée par les différents rapports et en particulier le plus gros rapport qui a fait autorité ces derniers temps émanant de l'Inspection générale des finances conjointe et du contrôle général des armées, qui était un rapport volumineux, mais très très riche, donc qui a constaté effectivement cette insuffisance. Et puis il y a une dynamique propre, en particulier tirée aux dépenses d'entretien programmé du matériel, en particulier tirée par ce qu'on appelle le coût des facteurs, qui est un élément qu'on retrouve évidemment dans les programmes d'armement du 146, et qui a une dynamique plus rapide que l'inflation. Et donc ce coût des facteurs, par exemple, progresse d'à peu près 1%. Il est 1% au-dessus de l'inflation classique.
Voilà. Et donc, si on n'a pas un rythme qui permet de compenser cette augmentation, je dirais, naturelle des dépenses d'entretien programmé du matériel, on n'arrive pas à augmenter l'efficacité de nos crédits et on n'arrive pas à suivre encore plus l'augmentation des besoins générés par des matériels de nouvelle génération dont les coûts d'entretien, eux aussi, sont d'une manière générale supérieurs aux coûts d'entretien des matériels d'ancienne génération. Voilà, de manière un peu résumée, ce que je peux dire sur l'entretien programmé du matériel. Pour les rapporteurs, il n'y a pas d'autres. Jean-Jacques. Alors, s'agissant des retards industriels, les matériels que nous commandons sont commandés au titre de contrat qui prévoient des délais et des performances. Il arrive dans certains cas que les performances ne soient pas toutes au rendez-vous, ne soient pas toutes qualifiées, et que la vérification complète et l'obtention du niveau de performance atteint prennent un peu plus de temps que prévu, soit parce que l'industriel a été optimiste, soit parce qu'il rencontre des difficultés technologiques dans des matériels dont nous ne devons pas oublier qu'ils sont souvent à la pointe de la technologie. Naturellement, le rôle de la DGA est bien d'obtenir du fournisseur qu'il remplisse ses obligations dès lors que ça apparaît techniquement possible. Cela entraîne forcément des reprises du matériel et des décalages de la livraison qu'on retrouve immédiatement sur le décalage de paiement. Si je prends un exemple d'un programme qui n'est pas très important, qui est le programme dit Détect Bio, qui était un programme de détection d'agents chimiques, eh bien, c'est un programme que nous avions attribué après une mise en concurrence, et l'industriel retenu avait clairement sous-estimé les difficultés, en particulier les difficultés à démontrer la sécurité de l'installation, parce que finalement on avait une installation avec des opérateurs, lesquels devaient manipuler pour les identifier des agents chimiques, et donc on devait, y compris après un certain environnement des transports, etc., avoir par exemple des étanchéités extrêmement précises qui devaient être maintenues, et ce point technologique avait été largement sous-estimé par l'industriel, d'où des retards. Et en fait, quelque part, je dirais que les engagements sont une mesure de nos décisions et les paiements sont la mesure des réalisations. Et de temps en temps, eh bien, nous devons reconnaître que nous n'arrivons pas l'industriel n'arrive pas à faire son travail, à faire les performances voulues dans le délai convenu, et notre travail est d'obtenir ces performances. Et ça se voit immédiatement sur les paiements. Monsieur Guillotot. Merci, Président. Chers collègues, depuis tout à l'heure, je ne sais pas si on est dans une réunion sur le bilan ou sur la future LPM. J'avoue que là, j'ai une petite interrogation intellectuelle. Oui, mais enfin, bon, on parle beaucoup du livre blanc. Il se trouve qu'accessoirement, j'ai travaillé un peu sur le livre blanc, donc je ne comprends pas tout, si vous voulez, mais il y a des questions que je me pose quand même en termes budgétaires. On n'a pas dit un seul mot depuis tout à l'heure de l'affaire Serval. On ne sait pas si elle est prise en compte, comment, sur quel budget. J'imagine qu'elle va impacter, qu'elle impacte ce budget. Oui, oui. D'accord. Ok, donc je retire ma question. Mais il n'en demeure pas moins qu'en termes d'investissement, moi je rejoins un peu les questions de mon collègue. On a des grandes interrogations en termes de report, en termes de choix de matériel. Et j'avoue que les réponses qui me sont données sont assez floues. Et je ne sais pas si on aura un document qui va nous être donné, mais comment voulez-vous qu'on travaille sur la suite? Parce que la suite, pour nous, c'est la LPM. Et là, pardonnez-moi, il nous faudra faire des choix, il nous faudra avoir des vraies réponses. Et sur ce que vous nous donnez, pardonnez-moi, messieurs, mais je ne retrouve pas mes petits. Je suis désolé de vous dire ça. Ou c'est la première des réunions et les autres qui vont venir derrière nous permettront d'avancer. Ou si c'est la dernière, je veux dire, je ne sais pas faire. Je crois que c'est important de préciser d'abord qu'il y aura un rapport qui va être rendu par nos rapporteurs
avec déjà de nombreux éléments qui sont... et comme c'est le premier exercice, alors effectivement, pour beaucoup de parlementaires ici présents, c'est la première audition en fait. Donc, mais nos rapporteurs y ont travaillé. Donc il y aura, et ce rapport sort dans une dizaine de jours, enfin ce mois-ci. Voilà, donc je pense que vous aurez, enfin j'espère, mais il n'y a pas de raison, on a d'excellents rapporteurs. C'est suite au premier rapport, au premier projet de rapport qu'on a fait avec François, qu'on a posé une quinzaine de questions et à la DGA et à l'état-major complémentaires, ou pour avoir des précisions supplémentaires. Et c'est dans le cadre de ces questions qu'il y a une audition supplémentaire ce matin. Voilà. Ce qui explique pourquoi les députés non rapporteurs, pour dire les choses ainsi, sont un peu largués. Chez M. Pueyo et Mme Dalloz. Oui, pour faire suite à ce que vient de dire le rapporteur, Madame la Présidente, moi j'étais très intéressé par le programme Scorpion. L'année dernière, on avait déjà un décalage, notamment dans les équipements principaux des unités de combat, qui sont notamment les véhicules blindés, modulaires à roues, et notamment les chars Leclerc rénovés, puis tous les engins blindés roues-canons. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur ces livraisons en 2012 ? Est-ce que les livraisons telles qu'elles avaient été prévues ont été vraiment à la hauteur des prévisions ou pas ? Voilà, c'est une question parce que on avait dans le programme Scorpion deux points importants. Le premier programme, c'était de 2010 à 2021, et dans lequel on avait une programmation qui se terminait en 2015, une deuxième programmation qui se mettait en place entre 2015 et 2027. C'était un programme très important et qui avait des conséquences, bien évidemment, dans l'industrie de l'armement. Madame Dalloz. Oui, ma question sera courte, Monsieur le Président, merci. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est les reports de paiement. Vous en avez fait état tout à l'heure, mais j'aimerais savoir, dans les reports de paiement aujourd'hui, qui, compte tenu de l'enveloppe budgétaire allouée, paraît inévitable, quelle est la part imputable des retards industriels, si elle est chiffrée ou pas? C'est-à-dire, dans l'ensemble des reports de paiement, quelle est la part précise des retards industriels? Et sur l'autre partie, quelle est l'explication? Est-ce qu'elle est purement financière ou non? Oui, Monsieur Vittel. Juste en complément de ce que vient de dire Mme Dalloz, on évoque aussi beaucoup de retards de paiement aux sous-traitants, aux PME, où on évoque une problématique Chorus. Est-ce vraiment une problématique Chorus ou est-ce une problématique structurelle de manque de moyens pour pouvoir vraiment régler ces factures? Oui, Monsieur Fournier. Qui souhaite répondre? Bien. S'agissant tout d'abord du programme Scorpion, il n'y avait pas de livraison prévue en 2012 sur le programme Scorpion, dont le lancement en réalisation n'était prévu qu'en 2013, et son calendrier exact est en cours d'examen dans le cadre de la préparation de la LPM. Mais en 2012, il n'y avait pas de livraison au titre de Scorpion. En ce qui concerne les reports de paiement, je comprends report de charge. Oui. C'est bien ça, report de charge. Les reports de charge ne sont pas dus au retard industriel. Les retards industriels auraient plutôt tendance à l'atténuer, puisque finalement ce sont des factures qui arriveront plus tard que prévu. Les reports de charge sont entièrement dus aux insuffisances de crédit dès lors qu'ils sont sur plusieurs années. Il se pourrait qu'un retard industriel reporte des paiements sur l'année suivante qui conduisent à un report de charge sur l'année suivante parce qu'on aurait trop de paiements. Mais on n'est pas dans cette situation puisqu'on a un report de charge chaque année. Et donc, par conséquent, on ne peut pas dire du tout que les retards industriels ont un impact sur le niveau du report de charge. Il est bien entièrement dû à une insuffisance de crédit. Ça, c'est très clair. Je peux compléter. Oui, je peux compléter. Simplement, si vous me l'autorisez, Monsieur le Président. On a, par exemple, sur les circonscriptions, de plus en plus, moi j'ai le cas, des problèmes de particuliers qui sont
confrontés à ce problème de report de charges. Les loyers des gendarmes, par exemple, en fin d'année, à partir du mois d'octobre, septembre-octobre, ne sont plus du tout honorés aux particuliers. Oui, c'est pas le programme. C'est pas le programme. Bon, ouais. mais c'est un exemple, ouais, entre autres, d'un programme de retard global de charges sur le budget des armées. Oui, continuez, Monsieur Fournier. Si vous le permettez, à propos des paiements aux sous-traitants et particulièrement aux PME, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu clairement des difficultés liées à la mise en place de Chorus en 2010 et 2011, mais comme je l'ai dit, en 2012, c'est terminé. Ce qui veut dire que aujourd'hui, la maîtrise de l'outil et du processus de liquidation est suffisante pour qu'on puisse payer normalement l'ensemble des fournisseurs de l'État, s'agissant des grands comme des petits d'ailleurs. En revanche, lorsqu'on parle de sous-traitance, sauf dans le cas particulier de sous-traitants importants qui sont à paiement direct, c'est-à-dire qui représentent au moins 10% du volume total du contrat, les sous-traitants sont payés par les maîtres d'œuvre. Et là, nous n'avons pas du tout d'action sur le délai de paiement de ces sous-traitants, qui est probablement, s'agissant de paiement par les maîtres d'œuvre, il se fait probablement à des délais beaucoup plus importants que ceux que nous impose le Code des marchés publics. Nous ne payons les petites entreprises que quand elles sont directement en contrat avec nous ou représentent au moins 10% d'un contrat plus important. Ou la convention signée par les grandes entreprises avec le secteur PME-PMI, par exemple. Oui, juste un tout petit complément, si vous permettez, parce que cette problématique du report de charge est effectivement très, très importante. Elle ne concerne pas que le programme 146, puisque le programme 178, le programme 212 sont eux aussi confrontés à cette problématique. Ce que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas de manière passive. On laisse pas on regarde pas le report de charge augmenter d'année en année, et donc on a le souci constant dans le cadre de la gestion, et c'est ce qui fait une partie du sel des relations entre l'état-major des armées et de la DGA dans la co-responsabilité du programme 146, c'est que parmi on prend des décisions effectivement en gestion de décalage et autres, justement sur la base d'une volonté de maîtrise de l'évolution de ce report de charge. Et donc il y a bien en cours de gestion des arbitrages qui sont pris, des décisions de report, des décisions d'attente sur telle ou telle commande, qui sont justifiées entre autres sur le fondement de l'évolution du report de charge et de la volonté de ne pas le laisser exploser d'année en année. Voilà. Et donc le ministère a ce souci, c'est un souci qui est transverse à l'ensemble des programmes, c'est un souci que rencontre l'entretien programmé du matériel également, puisque sur le périmètre du programme 178, c'est un poste qui génère des reports de charge également. Voilà, donc je voulais juste indiquer cet élément en contrepoint. Monsieur Lamour. Merci, Monsieur le Président. Général, Monsieur le Directeur, j'aimerais vous poser une question qui concerne nos capacités de transport stratégique et de ravitaillement en vol. Vous avez l'un et l'autre peu abordé finalement. Alors, je n'étais pas là quand l'ingénieur général en a parlé, peut-être vous l'avez évoqué avant que je n'arrive. Si vous en êtes d'accord, on dispose aujourd'hui d'environ 19 avions, 14 ravitailleurs, 2 Airbus 340 de location et je crois que c'est 3 A310, 3 Airbus A310. Et cette flotte doit être remplacée progressivement par les MRTT. Je voudrais vous poser la question, on est donc à 19 appareils, quelle est votre analyse sur l'utilisation et la performance de ces avions utilisés pour le transport et le ravitaillement? Et c'est une question qui va peut-être rejoindre l'interrogation de notre collègue Christophe Guillotot. Pensez-vous que de 19 appareils, on peut passer à 12 MRTT, puisque c'est la cible qui est aujourd'hui fixée par le livre blanc? Madame la Présidente, je ne veux pas me mettre dans la position de discuter de la LPM, mais c'est quand même la question que nous pouvons vous poser aujourd'hui, puisque vous avez l'analyse fine aujourd'hui de savoir si, oui ou non, ces 19 appareils sont ou sous-dimensionnés ou dans un état d'utilisation qui commence effectivement à être considéré comme en état de fatigue important et qui peuvent utilement être remplacés par ces 12 MRTT.
voyez, enfin, si nos rapporteurs le permettent, et vous, Madame la Présidente, est-ce qu'on peut utiliser cet exercice nouveau pour commencer à travailler sur, comme le proposait Christophe Guillotot il y a quelques instants, sur une projection vers la LPM. 19-12, est-ce que ça vous semble compatible avec l'utilisation aujourd'hui? J'ai donc le sentiment que c'est sous-dimensionné, ou en tout cas sous-utilisé, cette flotte de 19 appareils, pour aller vers les 12 MRTT. Bien, messieurs. Oui, juste un mot avant de passer la parole à mon camarade de la DGA sur la partie peut-être MRTT en particulier. Dans les 19 appareils, vous mettez quel type d'appareil Alors, je voulais pas... Non, mais parce que... Je ne voulais pas faire l'inventaire à l'après-vert. Il y avait 11 ravitailleurs C-135, 3 KC-135, et après les 2 Airbus 340 qui sont en location, et puis les 2 A310, et les 3 A310. Voilà. Alors il y en a peut-être d'autres, mais vous allez peut-être nous le dire d'ailleurs. Non, mais j'ai j'avais juste un petit doute parce que le périmètre des 12 que vous indiquez ne touche plus que les MRTT. On ne renonce pas aux autres appareils de transport stratégique. Donc là, dans le chiffre de 19, vous avez agrégé les appareils qui relèvent de la problématique de ravitaillement en vol et les appareils qui relèvent de la problématique du transport stratégique au sens large. Oui. Voilà. Donc on ne passe pas de 19 à 12, on passe de 14 à 12. Sur le volet ravitailleur. Voilà. C'est simplement... Les autres appareils, on ne les remet pas en cause, les A340, les A319, etc. On les conserve. Et on a... Je peux rajouter quelque chose sur ce point-là. Par rapport à la coopération européenne en matière de développement de certains matériels. Et la France soutient les projets de l'Agence européenne de défense, de pooling sharing, justement en matière de ravitaillement et de transport de troupes. Donc voilà, donc on va dimensionner pour nos besoins, sachant que s'il y a des opérations extérieures, on pourra faire appel à d'autres armées telles qu'on le fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne perd pas la capacité, mais on diminue, en tout cas, on ajuste nos besoins purement nationaux. Bien. Bon, dans un premier temps, il est évident que c'est une question qui est plutôt de l'éclairage de l'avenir, donc sur lesquels je ne dispose pas forcément d'éléments aussi précis. Quoi qu'il en soit, s'agissant du programme MRTT, c'est-à-dire du futur programme de ravitailleur, les discussions sont déjà en cours avec Airbus, et aujourd'hui, l'hypothèse sur laquelle nous travaillons est un lancement du programme en 2014. Les cibles et les cadences sont évidemment un des éléments de sortie de la loi de programmation militaire en lien avec le renouvellement des capacités actuelles. S'agissant des aspects européens, je voudrais souligner un point. Il ne faut pas oublier que les MRTT sont également une composante essentielle de la dissuasion pour sa composante aéroportée, ce qui induit sur ces appareils des particularités qui ne sont pas du tout partagées en Europe. Alors, ça ne signifie pas que ces appareils ne sont pas capables de ravitailler d'autres appareils dans une opération conjointe, mais ça signifie par contre que nous ne nous satisferions pas totalement du ravitaillement par un ravitailleur allemand ou néerlandais d'arrêt nucléaire. On sent bien que ça le ferait pas très bien. Donc ça, c'est le premier point. Plus généralement sur la coopération, en lien avec ce qui a été dit,
il faut toujours avoir à l'esprit que pour coopérer, il faut plusieurs choses. Il faut d'une part un besoin commun. Alors ça a l'air d'être un truisme, mais c'est un besoin exactement commun. Parce que si on veut avoir une coopération efficiente, il faut bien faire le même matériel et non pas autant de versions légèrement différentes du matériel qu'il y a de pays. Donc il faut vraiment une convergence forte du besoin militaire pour les caractéristiques du matériel. Il faut également une convergence très forte des calendriers et des calendriers de mise en place des ressources financières. Et c'est souvent ce dernier point qui pose des difficultés parce que lorsque les calendriers de besoins diffèrent légèrement, eh bien, les calendriers de disponibilité des finances diffèrent immanquablement et par conséquent, le lancement du programme en coopération devient quelque chose qui est soit difficile, soit lorsqu'on le réalise, parfois artificiel. Moi, j'aurais une question à vous poser, puisqu'elle n'a pas été posée par les rapporteurs. C'est la question des recettes exceptionnelles et de leur mise en œuvre complexe, c'est-à-dire de la capacité à les consommer. Donc, je voudrais que vous soyez un peu plus précis sur c'est quoi les difficultés à consommer. Bien, en fait, ces recettes exceptionnelles, d'un point de vue comptable, elles n'abondent pas directement le programme 146. Ce qui veut dire que pour les consommer dans nos marchés, comme je le disais tout à l'heure, l'écrasante majorité des paiements d'une année donnée, c'est-à-dire de l'ordre de 90%, sont liés au marché antérieur. Ces marchés antérieurs ont été engagés et les paiements ont commencé sur les différentes opérations du programme 146. Si l'on veut, une année donnée, 2013 ou 2014, pouvoir abonder ces ressources budgétaires par des ressources exceptionnelles, il va falloir être capable d'affecter des paiements des marchés que nous avons en cours lancés sur le 146 sur ces nouvelles lignes budgétaires. Parce que si ces nouvelles lignes budgétaires sont affectées seulement aux marchés nouveaux, on voit que ce n'est que finalement pour les paiements à venir qu'on pourra les utiliser. Dans certains cas, comme dans le cas du casse-fréquence, des procédures comptables un petit peu compliquées, dites de refacturation interne, ont été mises en place en accord avec la direction du budget, mais elles sont dans une certaine mesure dérogatoires par rapport à l'orthodoxie de la LOLF. Et sans ces procédures, eh bien, tout simplement, on ne s'en sort pas. Et typiquement, en 2011, on a payé 89 millions d'euros et le casse-fréquence avait 750 millions d'euros, mais on ne pouvait pas les payer. Et si je me suis permis d'insister tout à l'heure, Madame la Présidente, sur ce point, c'est que cette problématique, elle est générale pour les ressources extra-budgétaires et que pour nous qui devons gérer en pratique nos paiements, une ressource extra-budgétaire, quelle qu'en soit la nature, et je n'ai pas à me prononcer là-dessus, n'est utilisable que si elle est accompagnée des décisions appropriées pour la rendre comptablement utilisable, et ce point-là ne va pas nécessairement de soi. Je vous remercie de cette précision, elle est importante compte tenu des enjeux à venir, on va dire cela ainsi, diplomatiquement, et je fais confiance à mes collègues des finances pour peut-être essayer de trouver des solutions à cette question. Sinon, on va essayer de simplifier les opérations. Bien, écoutez, nous vous remercions, messieurs.